Située au cœur de l'océan Pacifique, Nauru est une petite nation insulaire dont peu de gens ont entendu parler et que moins encore ont visité. Mais ne vous laissez pas tromper par la taille de cette île, car ce qui s'y passe est digne d'un film à suspense. Êtes-vous curieux de découvrir comment un paradis tropical est devenu l'un des endroits les plus mystérieux et évités de la planète? Restez avec nous, car ce que vous allez apprendre sur Nauru va vous laisser sans voix. Il y a cette histoire d'un chef de la police qui avait commandé une voiture de sport de luxe, une Lamborghini, mais qui était trop en surpoids pour pouvoir l'utiliser. Ce qui souligne les disparités extrêmes de richesse et les problèmes de santé à Nauru. Fait intéressant? Nauru signifie « rire » en finnois, une étrange coïncidence pour un lieu avec une histoire si complexe, des problèmes de pauvreté et de corruption à l'existence de centres de détention à ciel ouvert. Nauru est une terre de paradoxes. Un d'eux qui défie toute compréhension conventionnelle. Une île minuscule, cachée dans les vastes eaux bleues de l'océan Pacifique. Quand on parle d'isolement, ce n'est pas une exagération. Nauru était comme une tête d'épingle sur le globe, flottant à plus de 300 km de son plus proche voisin, l'île de Banaba au Kiribati. Si vous voulez atteindre le continent le plus proche, vous devriez traverser des milliers de kilomètres d'océan. La grande ville la plus proche, Brisbane en Australie, se trouve à près de 3000 km, soit un vol de plus de 5 heures. Waouh, Hawaï, c'est à plus de 4000 km de Nauru, ce qui en fait l'un des endroits les plus reculés de la Terre. Cet isolement extrême n'est pas seulement géographique, il est aussi émotionnel. L'éloignement de Nauru lui confère une atmosphère de solitude, un endroit où peu osent s'aventurer. Entouré de récifs coralliens et d'un relief intérieur accidenté, cette petite île garde précieusement ses secrets. Sans port naturel et avec un seul aéroport international offrant des vols limités, atteindre Nauru est un défi. Arriver ici n'est pas juste un voyage. C'est une aventure qui demande de la détermination et de la curiosité. Mais c'est précisément cet éloignement qui rend Nauru si spécial. Son environnement préservé a créé une biodiversité unique, une bulle écologique qui est restée relativement intacte face au développement moderne. Les récifs coralliens qui bordent son littoral offrent un aperçu d'un monde sous-marin intact, à l'intérieur des terres. C'est un endroit où le temps semble ralentir et où la nature règne en maître. L'environnement préservé de Nauru est un écosystème rare. Comme on en voit rarement, il y a un certain mystère à propos de Nauru qui continue d'intriguer même les voyageurs les plus aguerris. Dans son isolement, elle a réussi à préserver un mode de vie qui a disparu dans de nombreuses régions du monde. Ici, l'environnement, bien que petit, reste sauvage et vibrant. Alors même que l'île elle-même est presque oubliée par le temps. Dans les chapitres suivants, nous plongerons plus profondément dans la vie de ceux qui considèrent ce paradis isolé comme leur foyer et explorerons comment ils s'adaptent à la vie dans l'un des coins les plus reculés de la planète. Comment est la vie dans un endroit où le reste du monde semble si lointain? Nauru, avec une superficie de seulement 21 km², est le troisième plus petit pays du monde, derrière la cité du Vatican et Monaco. Nauru est plus petite que la plupart des quartiers des grandes villes du monde, et vous pouvez faire le tour du pays en voiture en une trentaine de minutes. Mais apa sa rien, Sacromi Minix. Il n'y a pas de grandes zones urbaines ici. Vous remarquerez quelque chose d'inhabituel en regardant la carte de l'île, qui montre généralement des bâtiments plutôt que des villes, une caractéristique rare qui souligne à quel point la vie sur cette île est condensée. Les routes suivent de près le littoral, s'étendant sur environ 30 km de routes goudronnées. C'est l'un des rares endroits au monde où vous pouvez faire une boucle complète autour du pays en une demi-heure. Cependant, la piste de l'aéroport de l'île croise la route principale. Ainsi, lorsque les avions arrivent ou partent, les voitures sur la route doivent s'arrêter et attendre que l'avion passe. Ce pays ne possède qu'un seul aéroport international et ses opérations sont limitées. Le manque d'infrastructures à grande échelle signifie également que l'île reste largement épargnée par l'industrie lourde, préservant ainsi une grande partie de sa beauté naturelle, mais cela présente aussi de nombreux défis. Il n'y a pas de système de transport public développé,
Et une grande partie de l'infrastructure existante a été construite autour de la dépendance de longue date de l'île à l'égard de l'exploitation du phosphate, qui a façonné à la fois l'économie et l'environnement, des événements qui allaient bientôt transformer ce paradis en champ de bataille. Restez avec moi, car ce qui va suivre révélera la transformation plus sombre de l'île. Que pensez-vous qu'il arrive lorsqu'une économie entière dépend d'une seule ressource qui s'épuise? Avant que vous ne répondiez, j'ai une petite demande de 10 secondes pour tous ceux qui écoutent. Si vous pouviez me soutenir d'une manière ou d'une autre, activez simplement la cloche de notification et appuyez sur le bouton d'abonnement. Cela fait toute la différence. Ça aide vraiment cette chaîne. Et si vous faites ça pour moi, je vous promets que mon équipe et moi ferons tout notre possible pour rendre cette émission encore meilleure pour vous. Marché conclu. L'histoire commence en 1798, lorsque le capitaine britannique John Fern découvre accidentellement l'île et est captivé par sa beauté luxuriante et vierge. Il nomme l'île Pleasant Island, l'île agréable. À cette époque, Nauru abritait une petite population indigène autosuffisante. La vie sur l'île tournait autour de la pêche et de l'agriculture. Les habitants vivant en harmonie avec leur environnement. Cependant, les premières rencontres entre les Nauruans et les Européens ont conduit à l'échange de marchandises, satans, l'alcool. Le tabac et les armes à feu ont été introduits, altérant rapidement la vie paisible de l'île. En 1878, une fusillade sur fond d'ivresse a dégénéré en une guerre civile à grande échelle qui a duré près d'une décennie, réduisant la population d'un tiers. Après la guerre, les autorités coloniales allemandes ont pris le contrôle de l'île en 1888, introduisant de nouvelles réglementations qui imposaient la domination occidentale aux Nauruans. Les traditions indigènes furent soit supprimées, soit étroitement contrôlées, et l'île devint un pion dans les jeux géopolitiques plus vastes des puissances européennes, avance rapide jusqu'au XXe siècle. Et tout a changé avec la découverte des réserves massives de phosphate de l'île. Le phosphate, un minéral essentiel pour la production d'engrais, a transformé Nauru en l'une des nations les plus riches par habitant au monde durant les années 70 et 80. Pendant un temps, l'île se prélassait dans une richesse nouvelle. Les Nauruans jouissant d'un niveau de vie dont beaucoup de gens à travers le monde ne pouvaient que rêver. Les produits de luxe affluaient et les infrastructures de l'île étaient modernisées. Cependant, la gestion de la richesse du phosphate a été minée par la corruption et une mauvaise planification. Les dirigeants n'ont pas réussi à investir dans des industries durables ou à diversifier l'économie, s'appuyant uniquement sur l'exploitation du phosphate comme bouée de sauvetage de la nation. À la fin des années 90, les réserves de phosphate étaient presque épuisées. Et Nauru a fait face à un effondrement économique grave. Vous voudrez savoir à quel point les activités du président le plus riche du monde sont inhabituelles, ça. Cliquez dans le coin supérieur droit de l'écran pour en savoir plus. Revenons à l'histoire d'une ressource si abondante qu'elle a fait de ce pays celui qui s'est enrichi le plus rapidement à l'époque. En 1899, le géologue britannique Albert Ellis a découvert que la roche utilisée comme cale-porte au bureau de Sydney de la Pacific Islands Company n'était pas une roche ordinaire, elle était riche en phosphate, un ingrédient clé pour la production d'engrais. Cette découverte allait transformer Nauru, d'une île peu connue, en un acteur majeur sur la scène internationale. L'exploitation du phosphate a commencé peu de temps après et s'est rapidement étendue, couvrant finalement plus de 80% de la superficie de l'île pendant les décennies suivantes. Les terres de Nauru ont été exploitées et expédiées dans le monde entier pour alimenter l'agriculture de pays lointains, mais à un coût énorme pour l'île elle-même. Lorsque Nauru a obtenu son indépendance en 1968, la nation insulaire a pris le contrôle de ses ressources en phosphate. Elle a créé le Nauru Phosphate Royalties Trust, une institution financière conçue pour gérer et investir les vastes profits des opérations minières. À son apogée, ce fonds a accumulé plus d'1 milliard de dollars américains, ce qui équivaudrait aujourd'hui à plus de 900 millions d'euros, faisant de Nauru l'un des pays les plus riches du monde par habitant. Pendant un bref instant, cette petite île du Pacifique était l'île la plus riche du monde. Un endroit où l'argent semblait couler aussi librement que l'océan qui l'entourait.
d'un simple cale-porte à des millions. Comment auriez-vous dépensé la richesse du phosphate de Nauru si vous aviez été aux commandes? Partagez vos idées créatives ci-dessous. Cette richesse a apporté à de nombreux Norrois un style de vie luxueux, le gouvernement a dépensé sans compter, finançant des projets ambitieux et important des produits de luxe. L'île a construit de grandes structures, notamment un hôpital prestigieux, des hôtels haut de gamme et même une compagnie aérienne. Air Nauru. Reliant l'île au monde extérieur, pendant un temps, Nauru s'est délecté de son nouveau statut de l'une des nations les plus riches de la planète. Cependant, la gestion de la richesse du phosphate a été entachée par la corruption et une mauvaise planification. Les dirigeants n'ont pas investi dans des industries durables ni diversifié l'économie, s'appuyant uniquement sur l'exploitation du phosphate comme bouée de sauvetage du pays. À la fin des années 90, les réserves de phosphate étaient presque épuisées. Et Nauru a fait face à un effondrement économique grave. La dépendance excessive de l'île à l'égard de cette unique ressource l'a rendue vulnérable à l'effondrement. Au moment où les réserves de phosphate étaient presque épuisées, l'île n'avait presque plus de terre fertile. Un environnement dévasté et une économie incapable de se diversifier, le style de vie luxueux qui définissait autrefois Nauru a commencé à s'estomper alors que l'île luttait pour faire face aux conséquences de la dégradation de l'environnement et d'une mauvaise gestion financière. Nauru est malheureusement l'une des nations les plus lourdes de la planète. Plus de 80% de la population est classée en surpoids. Et près de 40% souffrent de diabète de type 2, un chiffre stupéfiant pour un si petit pays. Mais comment Nauru, autrefois une île prospère, s'est-elle retrouvée dans cette situation? Dépouillés de leurs terres fertiles, les Nauruans se sont tournés vers les aliments transformés importés, déclenchant une épidémie d'obésité inattendue. Mais quelles forces cachées exacerbèrent cette crise sanitaire au-delà des simples changements alimentaires? Autrefois, les Nauruans vivaient de la terre, bénéficiant d'un régime riche en poissons, en noix de coco et en produits locaux. Cependant, des décennies d'exploitation du phosphate ont dépouillé l'île de ses terres fertiles, rendant impossible pour Nauru de maintenir une agriculture. Alors que les sources de nourriture traditionnelles diminuaient, les Nauruans se sont tournés vers les aliments transformés importés, riches en graisse, en sucre et en sel. Ces aliments pratiques Sailim sont rapidement devenus des produits de base dans les foyers nauruans, faisant passer la population d'un régime auparavant sain à un régime qui alimente l'obésité et les problèmes de santé associés comme le diabète, les maladies cardiaques et une hypertension en augmentation rapide. Le surpoids a longtemps été associé à la prospérité et au succès. Les chefs et les dirigeants communautaires affichaient fièrement leur ventre proéminent comme un signe de statut, renforçant l'idée qu'un corps bien nourri signifiait un individu prospère. La crise a été encore aggravée par des accords commerciaux qui ont rendu difficile pour Nauru l'accès à des options alimentaires plus saines, comme d'autres petites nations du Pacifique. Nauru a été soumise à des accords qui ont forcé le pays à importer de la mauvaise viande de basse qualité, comme des queues d'agneau et de dinde, qui sont riches en graisse et contribuent à l'épidémie croissante d'obésité. Les grands partenaires commerciaux, en particulier les États-Unis, détenaient un pouvoir important sur ces petites nations, les forçant souvent à accepter des conditions défavorables. Les Samoa ont un jour tenté de retirer ces aliments malsains de leurs accords commerciaux, mais ont été menacés d'exclusion de l'accord de partenariat transpacifique. De plus, l'hypothèse du gène le gène économe a été proposée comme un facteur possible contribuant au taux élevé d'obésité et de diabète parmi les insulaires du Pacifique, y compris les Nauruans. Cette hypothèse suggère que les ancêtres de ces populations insulaires ont évolué pour stocker efficacement les graisses afin de survivre aux périodes de famine. Cependant, à l'époque moderne, avec l'abondance d'aliments transformés et des modes de vie sédentaires, cette prédisposition génétique pourrait contribuer à l'augmentation de l'obésité. Le tabagisme reste un problème de santé majeur à Nauru, car le pays a le taux de consommation de tabac le plus élevé au monde. Combiné à des taux d'obésité élevés,
le tabagisme complique davantage la situation de santé publique à Nauru, imposant un fardeau encore plus lourd sur le système de santé déjà surchargé du pays. Les Nauruans sont confrontés à de nombreux défis sanitaires et à une espérance de vie réduite en conséquence. Sans revenus. Nauru s'est tourné vers des sources de revenus alternatives, souvent controversées. Au début des années 2000, elle est brièvement devenue une plaque tournante du blanchiment d'argent, exploitant son statut de paradis fiscal. Alors que la pression internationale montait, une politique a été élaborée pour intercepter et traiter les demandeurs d'asile en mer, avec peu d'autres options. Nauru a accepté l'accord. C'est ainsi que le centre de traitement régional de Nauru a été créé et les réfugiés cherchant l'asile en Australie par bateau ont été envoyés directement sur cette île isolée du Pacifique. Pour Nauru, c'était une bouée de sauvetage économique. Mais pour les réfugiés qui y étaient piégés, c'est devenu quelque chose de bien plus sombre. Les conditions à l'intérieur des centres de détention étaient controversées, surpeuplées, avec des soins médicaux inadéquats. De nombreux réfugiés ont vécu dans des situations précaires pendant des années. Malgré l'opposition mondiale, le centre a continué de fonctionner, avec seulement des réformes limitées et un accès restreint pour les observateurs extérieurs. Dans une tentative de réprimer les critiques et de contrôler le récit, le gouvernement de Nauru a pris des mesures drastiques. En 2015, il a temporairement interdit Facebook. L'accès à l'île reste étroitement contrôlé, et obtenir un visa pour visiter Nauru est presque impossible. Ce niveau de secret rend difficile pour les journalistes, les militants des droits de l'homme et les observateurs internationaux de recueillir des informations sur ce qui se passe réellement à l'intérieur des installations. Cela a laissé une tache durable sur la réputation de Nauru. L'île est maintenant souvent rappelée comme une prison à ciel ouvert pour les encroûteux, pour les réfugiés. Comment une si petite nation insulaire et isolée peut-elle se remettre d'un chapitre aussi difficile de son histoire? Il y a encore un autre défi à venir que nous aborderons ensuite. Nauru, une petite nation insulaire du Pacifique, est pleine de surprises. Et deux de ses caractéristiques les plus intrigantes sont l'absence de capitale officielle et de forces militaires. Contrairement à la plupart des pays où la capitale sert de centre du gouvernement, de l'administration et du commerce, Nauru adopte une approche différente. Cette nation n'a pas de capitale désignée. Les bureaux du gouvernement sont principalement situés dans le district de Yaren, souvent appelé la capitale de facto. Mais ni Yaren ni aucun autre district n'est officiellement reconnu comme la capitale. Cela reflète la petite taille de l'île, seulement 21 km², et le fait que toutes les activités gouvernementales, administratives et économiques essentielles sont réparties sur plusieurs districts. Pour les quelques 10 000 habitants de Nauru, cette organisation fonctionne parfaitement. L'absence de capitale officielle n'entrave pas la gouvernance. Au contraire, cela souligne comment Nauru, contrairement à de nombreuses nations plus grandes, n'a pas besoin d'une ville centrale pour gérer ses affaires. Encore plus remarquable est la décision de Nauru de ne pas entretenir de forces militaires. L'île n'a ni soldats, ni chars, ni base militaire. Plutôt que de détourner ses ressources limitées pour maintenir un système de défense, Nauru repose sur un accord avec l'Australie, qui répond à ses besoins de défense depuis des décennies en vertu de cet accord. L'Australie est responsable de la protection de Nauru contre toute menace extérieure. Cet arrangement est non seulement efficace mais aussi pratique pour un pays de la taille et de la population de Nauru. Avec une population si petite, environ la taille d'un quartier dans une grande ville, le coût de maintien d'une armée serait élevé tant sur le plan financier que logistique. La dépendance de Nauru envers l'Australie lui permet de concentrer ses efforts et ses ressources sur d'autres domaines, tels que les infrastructures, l'éducation et la santé. Plutôt que de dépenser pour la défense, une petite force de police locale s'occupe de la sécurité intérieure et de l'application de la loi, assurant la paix et l'ordre sur l'île. Cette stratégie de dépendre d'un pays voisin plus grand pour la défense n'est pas unique à Nauru. Plusieurs autres petites nations insulaires du Pacifique, comme Tuvalu et les îles Marshall, ont des accords similaires avec de plus grandes puissances. Dans une région où les distances entre les îles sont vastes et les populations sont petites, de
De tels arrangements de sécurité ont du sens. Cela permet à ces nations de se concentrer sur le développement sans le fardeau de maintenir des systèmes de défense complexes et coûteux. Nauru, l'un des pays les plus petits et les plus reculés du monde, offre une combinaison unique de beauté et d'isolement. Son éloignement extrême dans le vaste océan Pacifique, associé à une accessibilité difficile, en fait l'une des nations les moins visitées de la planète. Pour les voyageurs aventureux ou ceux fascinés par les joyaux cachés du monde, Nauru représente une destination extraordinaire mais peu explorée. Cependant, l'inaccessibilité de l'île et les complexités entourant les voyages vers et à l'intérieur de ses frontières en ont fait une expérience rare. Appréciée par seulement quelques visiteurs chaque année, Nauru est visitée par environ 200 voyageurs par an. En comparaison, des destinations populaires comme les Maldives ou Hawaï accueillent des millions de touristes chaque année, nichés dans le Pacifique central. Nauru se trouve à environ 3000 km de la côte est de l'Australie et à 4500 km d'Hawaï, ce qui en fait l'un des pays les plus reculés de la planète. Les vols vers Nauru sont limités à une seule compagnie aérienne, Nauru Airlines, qui opère des vols peu fréquents et souvent chers. Ces liaisons relient Nauru à quelques autres nations du Pacifique et à l'Australie, mais les horaires irréguliers rendent la planification des voyages difficile. La rareté des vols et les prix élevés des billets dissuadent naturellement les voyageurs occasionnels de s'aventurer sur cette île lointaine. À cela s'ajoute le processus de visa difficile, réduisant encore le nombre de visiteurs. Même si les voyageurs parviennent à surmonter les obstacles logistiques de la réservation d'un vol, les barrières administratives présentent un autre défi. Le processus de visa de Nauru est notoirement complexe, impliquant de longues formalités administratives et des exigences détaillées qui peuvent décourager de nombreux aventuriers potentiels. La demande de visa nécessite souvent une communication directe avec les fonctionnaires du gouvernement, et l'approbation peut prendre des semaines, voire plus. Comparée à la facilité de visite de destinations plus touristiques, l'exclusivité de Nauru semble presque intentionnelle, maintenant son isolement tout en faisant une destination difficile. Même pour les voyageurs les plus déterminés, cet obstacle bureaucratique est encore compliqué par les efforts du gouvernement pour contrôler le flux d'informations sur le pays. En particulier en ce qui concerne les médias internationaux, les journalistes sont confrontés à un processus encore plus restrictif, avec des frais exorbitants pour les visas de presse et une surveillance étroite pendant leur séjour. Le matériel de tournage, y compris les drones, est souvent confisqué ou carrément interdit, ce qui rend difficile la capture d'images ou de vidéos de l'île sans l'approbation du gouvernement. Cela ajoute une autre couche de mystère, car la beauté naturelle et l'environnement unique de Nauru restent relativement peu documentés dans les médias mondiaux. Cependant, pour ceux qui parviennent à se rendre à Nauru, l'île offre une récompense que peu peuvent revendiquer, la chance d'explorer un endroit largement épargné par le tourisme de masse. L'éloignement et l'inaccessibilité de l'île ont involontairement préservé sa biodiversité et son patrimoine culturel. Le littoral accidenté de Nauru, ses récifs coralliens et son environnement naturel vierge offrent une occasion rare de découvrir le Pacifique tel qu'il était autrefois, avant que la vague de modernisation ne déferle sur une grande partie de la région. Avec seulement environ 10 000 habitants, la petite population de Nauru signifie que la culture et la vie quotidienne de l'île restent à préserver par des pressions liées à l'accueil des touristes. Hélas, cet isolement n'est pas seulement géographique, il est aussi culturel, car le peuple de Nauru a maintenu un mode de vie de plus en plus rare au XXIe siècle. Le sentiment d'être l'un des rares à poser le pied sur cette île ajoute à l'attrait de Nauru en tant que destination exclusive. Malgré l'attrait naturel de Nauru, les efforts du gouvernement pour restreindre l'accès à l'information ont jeté une ombre sur l'image internationale du pays. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la gestion des médias internationaux par le gouvernement ces dernières années. Nauru a fait l'objet d'un examen international pour son rôle dans l'accueil d'un centre de traitement offshore pour les demandeurs d'asile en vertu d'un accord avec l'Australie. Ce partenariat a placé Nauru au centre de l'attention des organisations de défense des droits de l'homme et des médias, dont beaucoup ont critiqué le pays pour son traitement des réfugiés et son manque de transparence. Pour limiter cet examen, Nauru a imposé des restrictions strictes aux journalistes, l'accès des médias est étroitement contrôlé,
Et les journalistes visitant Nauru sont surveillés de près tout au long de leur séjour. Le matériel de tournage est souvent confisqué à l'arrivée, et même les appareils personnels peuvent être vérifiés pour empêcher toute documentation non autorisée de zones ou de problèmes sensibles. Ah, ça. Ces contrôles stricts reflètent les efforts continus du gouvernement norrois pour limiter le flux d'informations et gérer son image internationale. La combinaison de politiques médiatiques restrictives, d'un processus de visa lourd et de politiques isolationnistes crée un environnement où Nauru reste enveloppé de mystères pour une grande partie du monde. Pour ceux qui s'intéressent à la géographie, à l'anthropologie et à l'étude des cultures lointaines, cela rend Nauru d'autant plus fascinante. C'est un lieu où la géopolitique moderne et la vie insulaire traditionnelle se croisent de manière difficile à observer de première main, mais incroyablement intrigante à explorer de loin. L'histoire de Nauru est une histoire édifiante sur la richesse, la destruction de l'environnement et la résilience humaine. Autrefois luxuriant et vibrant, le paysage de l'île a été irrémédiablement endommagé après des décennies d'exploitation du phosphate, laissant une grande partie de son intérieur ressembler à un paysage lunaire et désolé. L'impact environnemental de ces opérations minières a été catastrophique, avec des conséquences durables pour l'écosystème, l'économie et le mode de vie de l'île. Le phosphate, le minéral qui a transformé Nauru d'une obscure île du Pacifique en l'une des nations les plus riches par habitant au XXe siècle, a également été la cause de sa chute. La découverte de gisements de phosphate au début des années 1900 a déclenché une ère d'exploitation minière intense qui a dépouillé l'île de sa couche arable fertile, déposée au fil des millénaires par le guano d'oiseaux marins. Ce phosphate était très recherché pour son utilisation dans les engrais et pendant des décennies, Nauru en a exporté de vastes quantités vers des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. À mesure que l'exploitation minière s'est étendue, le paysage environnemental de Nauru a commencé à changer radicalement. Dans les années 60, plus de 80% de la surface de l'île avait été exploitée, la transformant en un terrain vague stérile. La végétation luxuriante qui recouvrait autrefois l'île a été remplacée par des pinacles de calcaire déchiquetés, laissés après l'extraction du sol riche en phosphate, vu du ciel. Les zones exploitées de Nauru apparaissent dures et désolées, ressemblant à un paysage lunaire criblé de cratères. La dévastation environnementale causée par l'exploitation du phosphate a été immense. Nauru possédait autrefois des terres fertiles capables de supporter l'agriculture. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité de ces terres arables a disparu. Les activités agricoles traditionnelles de l'île, qui reposaient sur la culture de noix de coco, de bananes et d'autres cultures, sont devenues presque impossibles. En conséquence, la dépendance de Nauru à l'égard des aliments importés a considérablement augmenté, ajoutant une pression sur l'économie et limitant la capacité des habitants à être autosuffisants. La perte de terres de fertiles a également eu un impact sur la biodiversité de Nauru. Les activités minières ont non seulement détruit la vie végétale, mais ont également perturbé les habitats des espèces indigènes de l'île. L'écosystème unique de Nauru, déjà vulnérable en raison de sa petite taille et de son isolement géographique, a eu du mal à se remettre des dommages causés par l'exploitation minière, l'équilibre écologique délicat entre la terre, la mer et le peuple de Nauru a été brisé. La dégradation de l'environnement n'a pas seulement affecté l'agriculture, mais aussi le mode de vie traditionnel à Nauru, la pêche. Autrefois, un moyen de subsistance principal et une pierre angulaire culturelle pour le peuple nauruan a été affecté par le déclin de l'environnement marin environnant. La pollution due au ruissellement minier a endommagé les récifs coralliens et les eaux côtières, entraînant une diminution des populations de poissons et menaçant les moyens de subsistance des pêcheurs locaux. Face à ces défis, de nombreuses pratiques pratiques de nos pratiques traditionnelles de Nauru ont été abandonnées ou considérablement modifiées et menées. Le lien entre la terre, la mer et les gens, qui était si essentiel à la culture norroane, s'est affaibli. Laissant un vide culturel difficile à combler, la perte de ces pratiques est un rappel brutal des conséquences à long terme de la destruction de l'environnement. Dès les années 60, les scientifiques et les experts en environnement ont commencé à avertir que les activités minières rapides de Nauru n'étaient pas durables.
Des rapports indiquaient que l'île pourrait devenir inhabitable en quelques décennies si l'exploitation minière se poursuivait à un tel rythme. Cependant, ces avertissements ont été largement ignorés, compte tenu des énormes profits que le phosphate apportait à l'île à son apogée. Le revenu par habitant de Nauru rivalisait avec celui des riches nations occidentales et la richesse des exportations de phosphate finançait le développement des infrastructures, les programmes sociaux et un style de vie somptueux pour de nombreux habitants de l'île. Dans les années 80, la situation s'était aggravée. Les dommages environnementaux étaient si graves que les dirigeants de l'île ont été contraints de faire face à la réalité de leurs choix. Certains ont même discuté de la possibilité de reloger toute la population en Australie, en Nouvelle-Zélande ou sur une autre île du Pacifique. En 1962, le Premier ministre australien Robert Menzies a reconnu la responsabilité de l'Australie à aider Nauru à planifier un avenir durable, compte tenu des profits tirés des réserves de phosphate de Nauru. Malgré ces discussions, le peuple de Nauru a choisi de rester sur son île, ne voulant pas abandonner sa patrie malgré les sombres perspectives. Pour beaucoup, l'idée de quitter Nauru était inimaginable, car l'île représentait non seulement leur foyer physique, mais aussi leur héritage culturel et ancestral. Aujourd'hui, en l'an 2024, la dévastation environnementale causée par l'exploitation du phosphate reste l'un des plus grands défis de Nauru. Les efforts de réhabilitation des terres sont lents et coûteux. La restauration de l'intérieur de l'île à un état habitable nécessite d'immenses ressources financières et une expertise qui sont toutes deux rares pour un pays qui a épuisé la plupart de ses ressources autrefois abondantes. Certains projets de reboisement ont été lancés, mais l'ampleur des dégâts rend la récupération une tâche redoutable. Pendant des siècles, le peuple de Nauru a vécu en harmonie avec son environnement, dépendant des ressources naturelles de l'île pour sa survie. La pêche, l'agriculture et le commerce de la noix de coco constituaient l'épine dorsale de leur mode de vie. Cependant, alors que l'exploitation du phosphate s'intensifiait au XXe siècle et transformait le paysage en un terrain vague stérile, le peuple de Nauru a été contraint de faire face à des défis importants, la perte de terres fertiles, la diminution des réserves d'eau douce et la dépendance économique vis-à-vis des puissances extérieures ont créé un avenir incertain pour l'île. Au milieu de la dévastation écologique causée par l'exploitation minière, quelques zones de Nauru subsistent comme des symboles de l'environnement autrefois vierge de l'île. L'un de ces endroits est la lagune de Boada. Un plan d'eau douce intérieur entouré de végétation tropicale, contrairement à l'intérieur exploité de l'île. La lagune de Boada reste un havre de biodiversité, abritant des plantes, des oiseaux et une vie aquatique indigène. Cette oasis, en contraste frappant avec le paysage environnant, sert de rappel de ce que Nauru était autrefois et constitue une lueur d'espoir pour la restauration de l'environnement. La lagune de Boada n'est pas seulement importante sur le plan écologique, mais aussi sur le plan culturel. Pour le peuple de Nauru, la lagune est un lieu de réflexion, de loisirs et de connexion avec le monde naturel. Elle symbolise la résilience de la nature et offre un aperçu de la riche biodiversité de l'île, dont une grande partie a été perdue en raison de l'activité humaine. Pour ceux qui ont la chance de visiter Nauru, la chaleur de la population locale est souvent l'aspect le plus mémorable de l'expérience. L'hospitalité est profondément ancrée dans la culture nauruane, et les visiteurs sont souvent frappés par la gentillesse et l'ouverture d'esprit des habitants de l'île. Il n'est pas rare que les habitants accueillent les visiteurs avec curiosité, désireux de partager leurs histoires ou d'engager une conversation légère. Un voyageur se souvient d'avoir rencontré un local « Je me fais de nouveaux amis à Nauru ». « Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Soirée des enfants. »« Moi, c'est Anthony. » Enchanté. Cette interaction, mêlant humour et convivialité, est emblématique de la manière dont les Nauruans accueillent les étrangers. La vie sur l'île se déroule à un rythme lent, et la petite population favorise un sentiment de communauté où tout le monde se connaît. La petite taille de l'île, seulement 21 km², conduit également à des observations humoristiques sur ses divisions. Nauru est divisé en 14 districts. Mais on peut faire le tour du pays en moins d'une heure. C'est drôle qu'une si petite île ait autant de districts. Ça ne prend qu'environ 2 minutes pour passer à l'état suivant.
a remarqué un visiteur, soulignant la nature originale de l'organisation géographique de l'île. Malgré l'espace limité, chacun de ces districts a ses propres caractéristiques uniques, reflétant la nature soudée des communautés qui y vivent. Alors que Nauru se tourne vers l'avenir, la préservation culturelle reste une question cruciale. Bien que la modernisation ait introduit de nouvelles façons de vivre, les traditions profondément enracinées et les valeurs communautaires de l'île continuent de jouer un rôle essentiel pour le peuple de Nauru. Leur culture n'est pas seulement un lien avec le passé, mais aussi une force directrice pour naviguer dans les incertitudes de l'avenir face aux efforts de restauration de l'environnement. À la diversification économique et aux défis de l'isolement, la résilience du peuple de Nauru et son héritage culturel seront vitaux pour la survie de l'île. Le parcours de Nauru, du paradis au paradoxe, est une leçon profonde sur l'impact de l'exploitation des ressources, de la mauvaise gestion et des changements culturels, une histoire édifiante sur la richesse, la destruction de l'environnement et la santé publique. Si, comme nous, vous êtes passionné par l'exploration de lieux uniques et de cultures différentes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre nos prochaines aventures. Il reste encore de nombreux endroits magnifiques dans le monde à découvrir ensemble. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.